impatients de rejoindre la première table ronde de cette séquence. Ils sont avec moi. À mes côtés, Philippe Guyonnet-Dupeyrat, sous-directeur des assurances à la Direction Générale du Trésor. Bonsoir, merci d'être avec nous. À vos côtés, Antoine Caron, chef du service des risques naturels à la Direction Générale de la Prévention des risques. Et enfin, Jacob Tévis, directeur général adjoint du Centre européen de la consommation. Et avec vous, on ouvre une table ronde qui a pour thème donc une entreprise au service du rayonnement d'un régime unique. Et vous allez voir pourquoi on emploie ce terme de rayonnement. Je commence avec vous, Philippe Guyonnet-Dupeyrat. Quel est votre point de vue sur le rôle de CCR dans l'écosystème, on va l'appeler comme ça, assurantiel? Merci beaucoup Stéphane, bonsoir mesdames et messieurs. Alors CCR a un rôle assez particulier, assez central dans l'écosystème assurantiel. Il y a quelques jours, je parlais avec un collègue qui était en dehors de la CCR, parce que moi aussi j'ai un vrai métier à côté, enfin je ne sais pas très bien. Il me disait, tu travailles avec CCR, c'est quand même une belle boîte. Et en fait, pour moi, ce qui caractérise CCR, c'est que c'est une belle boîte, mais c'est une boîte d'ingénieurs. Tout à l'heure, Jacques Le Pape a parlé du côté factuel, actuariel, chiffré, qui peut faire peur à beaucoup de gens. Mais c'est une boîte dans laquelle, effectivement, vous avez une expertise qui est mise au service de la politique publique. Donc ça, c'est très intéressant. Nous, en tant que Trésor, on représente l'État au sein de la CCR avec mon collègue Antoine de la DGPR. Mais en fait, notre rôle, c'est d'avoir un rôle de politique publique. C'est-à-dire, on va travailler sur la réglementation de l'assurance, on va travailler sur est-ce qu'on a un niveau de prime qui est suffisant par rapport à la viabilité du régime. Et CCR, en fait, va nous nourrir par rapport à cette réflexion. Et ça, c'est très utile. Je termine peut-être sur ce point, si vous permettez, Stéphane. Je pense que c'est aussi un acteur qui sait innover, parce qu'on nous a présenté ça comme une vieille dame de 80 ans. Mon père n'aimerait pas trop que je dise ça. Et en fait, on a une entité qui est capable de réfléchir, d'avoir des propositions. On a parlé, Christelle l'a dit, du commissionnement, la façon dont on rémunérait la participation, la présence des assureurs sur le territoire. On a parlé dans la première table ronde, je crois, Antoine Quentin l'a dit, de la façon dont on avait pu augmenter les capacités de réassurance outre-mer. On a le rapport de l'assurabilité, on dira un mot. Et puis on a aussi la veille sur les grands risques et notamment le travail qu'on fait de manière approfondie sur les émeutes. Donc pour nous, c'est un acteur qui est à la fois très profond au sens qui a la capacité de nous nourrir de ces réflexions scientifiques, mais qui aussi est capable de se projeter. Voilà, acteur de référence et très expert sur son sujet. Antoine Caron, le régime CatNat français est souvent cité comme un modèle de solidarité efficace du point de vue de la DGPR que vous représentez. Qu'est-ce qui fait justement la force de ce modèle ? Bonsoir déjà à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je pense que c'est un modèle qui a fait ses preuves. Déjà, il y a plus de 60 milliards d'euros de dommages qui ont été indemnisés depuis sa création. On voit qu'il contribue à garantir un niveau d'assurabilité des territoires, comme ça a été montré hier, même si c'était que les maisons individuelles dans un premier temps, mais qui est vraiment très très satisfaisant. Voilà. Si on dézoome un petit peu, je pense que l'État s'est quand même organisé depuis plusieurs décennies en France. Enfin, la France est organisée depuis plusieurs décennies autour d'un triptyque qui est prévention, gestion de crise et indemnisation. Et dans chacun de ces piliers, l'État, évidemment, est présent et prend sa part. En matière de prévention, l'État ne fait pas tout, évidemment, mais contribue, accompagne notamment les collectivités, les particuliers, et certaines entreprises aussi, notamment les plus petites. En matière de gestion de crise, alors c'est pas moi, c'est mes collègues évidemment du ministère de l'Intérieur en lien aussi avec les collectivités, mais l'État prend toute sa part. Et puis en matière d'indemnisation, c'est bientôt avant tout les assureurs et la CCR, mais l'État accompagne également et encadre ce modèle. Donc on voit que l'État a vraiment pris sa part. Alors ça, c'est l'intervention de l'État, c'est la solidarité nationale, mais on voit en tout cas que c'est un modèle qui a fait ses preuves. Et nous, côté DGPR, on est plus spécifiquement. Alors, DGPR, pardon, c'est le jargon, mais c'est la Direction Générale de la Prévention des Risques qui dépend donc du ministère de la Transition écologique. On est plus spécifiquement compétent en matière de prévention des risques et donc sur le premier des piliers que j'ai mentionné. Alors justement, on va y rester sur ce premier des piliers. Puis la prévention, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui. Comment est-ce que vous travaillez justement à faire de la prévention, on va dire un levier de résilience? Alors
tout à l'heure, c'était Sandrine Berthet qui disait peut-être la résilience, mais parler au moins d'adaptation en tout cas. Oui, alors on a pas mal de travaux. Alors déjà, il faut se redire pourquoi est-ce qu'on fait de la prévention. Évidemment, là, on a le sujet assurance, et puis tous les sujets de dommages, de sinistralité, mais il y a aussi le sujet de la préservation des vies humaines qui, nous, évidemment, du côté du ministère, nous importe beaucoup. Et d'ailleurs, si on fait un peu d'historique, le fonds Barnier créé dans les années 90, à la base, c'était pour financer de l'acquisition et l'expropriation de biens qui étaient soumis à des menaces graves, donc vraiment des questions de préservation des vies humaines. Donc voilà, je pense que du coup on agit sur les deux tableaux, la préservation des vies humaines et puis donc la réduction des dommages, le fait d'éviter des dommages. Et donc qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On a plusieurs axes de travail. Déjà, je pense que c'est la responsabilité de l'État de dire le risque, c'est-à-dire d'améliorer la connaissance des risques. Donc on a avec les opérateurs de l'État, les grands établissements publics de l'État, je pense citer quelques-uns, mais je vais forcément en oublier, donc si on a dans la salle qui ne m'en veuille pas, mais Météo France, BRGM, Cerema, INRAE, etc., qui disposent vraiment d'une expertise très forte dans tout un tas de domaines sur le changement climatique et l'étude des impacts de ce changement climatique. Et du coup, on a pour responsabilité de donner la meilleure connaissance disponible à date sur l'évolution liée au changement climatique des risques. Et donc on a développé des travaux cartographiques, il y en a certains qui ont été cités, notamment on a publié en début d'année une nouvelle carte sur la sécheresse, sur le retrait-gonflement des argiles, qui rentre en vigueur pour les constructions neuves au 1er juillet de cette année, donc ça c'est une évolution importante. On a la carte informative qui a été faite par le CEREMA pour le compte du gouvernement, qui a été mentionnée précédemment aujourd'hui, qui va être publiée après l'été, ça a été annoncé hier. Et puis on a un certain nombre également d'autres travaux cartographiques, notamment sur tout ce qui est prévention des feux de forêt et de végétation. Et un des gros enjeux pour nous, c'est aussi de voir comment on intègre la connaissance qu'on commence à avoir de l'évolution de l'aléa de référence dans ce qu'on appelle les plans de prévention des risques, qui sont des servitudes d'utilité publique, donc c'est-à-dire que c'est des documents qui vont s'imposer en matière d'urbanisme aux collectivités qui sont, comme vous savez, responsables en matière d'urbanisme. Et donc là, on est en train de travailler sur l'évolution de la pluviométrie, l'évolution des débits, etc., à climat futur, pour voir comment tout ça peut être intégré. Donc on a vraiment beaucoup de réflexions sur la partie connaissance, et après, une fois qu'on a achevé ces travaux sur la connaissance, il y a évidemment un grand enjeu de faire connaître et donc de mettre à disposition du public, des collectivités, mais de tout le monde finalement, les connaissances qu'on aura pu produire. Donc on a notre site internet de référence qui est georisque.gouv.fr, où on essaie de centraliser l'ensemble des informations disponibles en matière de connaissance du risque, l'ensemble des cartographies. Il y a l'information acquéreur locataire, c'est-à-dire que quand vous achetez ou quand vous louez un logement, on vous fournit un état des risques. Alors tout le monde ne le lit pas peut-être, mais en tout cas l'état des risques peut être, tout le monde peut en prendre connaissance. Et puis ensuite, au niveau plus local, ça c'est des initiatives nationales que je donne, mais au niveau local, quand les services déconcentrés de l'État sous l'autorité du préfet de département font des cartes d'aléas, ils peuvent les porter à connaissance des élus, des maires, pour que les maires sachent quels sont les aléas auxquels ils sont confrontés sur leur commune, et puis les plans de prévention des risques ensuite qui sont faits, mais là il y a des délais d'élaboration qui sont un peu plus élevés parce que évidemment c'est des documents prescriptifs d'un point de vue réglementaire, et donc là il y a des échanges avec les collectivités. Et puis après, je pourrais y revenir si vous souhaitez, mais on a d'autres volets sur la maîtrise, là j'ai parlé de la maîtrise de l'urbanisation avec les plans de prévention des risques, il y a aussi des questions de maîtrise de la construction, des normes de construction. Il se trouve que dans mes fonctions précédentes, j'étais responsable de la réglementation des bâtiments, et donc voilà, on essaye d'adapter au moins les bâtiments neufs aux risques futurs. Et puis évidemment, il y a l'accompagnement financier de l'État qui est un gros volet via notamment le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, le Fonds Barnier, et d'autres aides, notamment sur le fonds expérimental qu'on a pu mettre en place sur le retrait-gonflement des argiles, mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas tout à fait si on aura le temps d'y revenir, mais en tout cas, on va continuer à progresser dans cette table ronde. Si Philippe Guyonnet du Perra tout à l'heure a tressé d'éloges quand même sur CCR, on va voir qu'il n'y a pas qu'en France qu'on pense ça. Je vais donner la parole à Jacob Thévy. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du Centre européen de la consommation. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour témoigner du fait que l'Allemagne s'intéresse au modèle existant en France. Juste peut-être pour commencer, nous rappeler ce qu'est le Centre européen de la consommation. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Oui, tout à fait. Alors, le Centre européen de la consommation, c'est un centre binational, franco-allemand.
Et en fait, dans chaque pays de l'Union européenne, il y a un centre européen de la consommation qui d'habitude est dans la capitale du pays. Et la France et l'Allemagne ont décidé dans un acte très symbolique d'installer ça juste à côté de Strasbourg, la capitale européenne, à Kiel, alors sur le sol allemand. Et du coup, il y a le centre français et le centre allemand qui sont à Kiel, situés à Kiel, ce qui fait de nous le plus grand centre en Europe. 60% des litiges traités en Europe passent par nous. Et le plus grand centre avec le plus de succès. Et on s'occupe surtout pour tout ce qui est des litiges entre des entreprises européennes avec des citoyens français ou allemands. D'accord. Pourquoi vous vous occupez de sujets d'assurance, vous? Parce qu'en Allemagne, ça fait partie de la consommation, les assurances. Voilà. Alors, je le disais, l'Allemagne s'intéresse au modèle français. Comment est-ce que vous avez réussi à intéresser le monde politique allemand à ce sujet-là? Ben, en fait, en 2021, il y avait cette grande catastrophe dans la vallée de l'Ar, avec plusieurs morts et avec beaucoup de sinistres. Et du coup, l'Allemagne, alors il y a eu 30 milliards d'argent public qui a dû être payé pour tous ces sinistres. Et en fait, on avait parlé aux collègues français autour d'un café et qui ne comprenaient pas du tout pourquoi l'Allemagne, pourquoi l'argent public était dépensé. Ils n'avaient pas compris parce qu'en France, ça ne se faisait jamais, quoi. Alors du coup, on a dit, bon, bah, on va regarder le système français. On a fait une toute petite étude qu'on a présentée aux députés allemands, qui se sont très vite intéressés à ce système, parce que juste après la catastrophe dans la vallée de l'Ar, en fait, il y avait un actionnisme, quoi. Il y avait les députés qui disaient, bon, bah, il nous faut maintenant une assurance obligatoire pour tout le monde. On va faire très simple. On va dire que chaque personne propriétaire d'un immeuble va être obligée d'assurer son immeuble. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et là, les assureurs disaient non, ça c'est de l'actionnisme, vous ne pouvez pas faire ça. Et ils ont eu du succès. Et c'était un gouvernement qui était régi par 3 partis. C'était le parti des FDP, SPD, les sociaux-démocrates et les écolos. Et le ministère qui est en charge de cette transposition, c'était le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice était tenu par le FDP, par les libéraux, et qui ne voulait pas du tout de ce système, parce qu'il ne voulait surtout pas que l'État se mêle des affaires des assureurs. Voilà. D'accord. Donc vous faites la comparaison entre le système allemand et le système français, vous le présentez au Bundestag, là vous avez cette réaction-là, et puis il y a un moment, comme partout, la démocratie joue, et là il y a un changement de majorité, et la nouvelle majorité porte un regard un peu différent, c'est ça? Tout à fait. Alors là, c'est les conservatoires et les sociaux-démocrates qui prennent le pouvoir. Et on avait déjà fait un grand travail avec les conservatoires et les sociaux-démocrates auparavant. Alors on avait beaucoup parlé au ministre des Länder, parce qu'en Allemagne, il y a toujours ce système des Länder et du Bund, qui est beaucoup plus compliqué qu'en France. Et au niveau des Länder, on avait déjà beaucoup discuté avec le CDU, le parti qui à ce moment-là n'était pas au pouvoir, mais au pouvoir dans les Länder, qui eux surtout voulaient aussi un système comme en France, parce que j'ai entendu tout à l'heure la discussion qu'avec il y a encore beaucoup de discussions sur tout ce qui est prévention et tout ça. Mais c'est un problème de luxe, quoi. Nous, on n'a aucun système en Allemagne. Alors, si vous ne faites pas de prévention chez vous, les primes augmentent, et ils augmentent à un niveau où vous n'allez plus pouvoir les payer. Alors, vous n'avez pas d'assurance, c'est très simple. Alors, on n'est pas là de discuter si la prévention est bien faite ou non. Et c'est un peu comme le TGV que j'ai pris ce matin. Ce matin, j'ai pris le TGV. En 1h45, je suis à Paris. D'habitude, je fais le chemin inverse et je vais à Berlin. Parce que moi, je suis la partie allemande dans la direction générale. Et du coup, je me rends toujours à Berlin. Là, c'est 7 heures de trajet. S'il arrive à l'heure. Mais c'est juste pour dire que les Français, ils ont un très bon système. Et nous, ça nous étonne beaucoup que même là, on n'est pas encore content. Il faut toujours encore améliorer. Mais peut-être que c'est très français, je ne sais pas. C'est un peu français, ça, quand même. Français, vous savez, D'accord. Mais du coup, on a présenté ce système aux Allemands qui, au début, ne pouvaient même pas y croire. Ils disaient c'est impossible qu'il y ait des... Alors, à l'époque, c'était encore les 26 € de moyenne. C'est basculé à 42 €. Et ils ne pouvaient pas y croire. Ils s'est dit non, c'est impossible qu'il y ait des primes comme ça. On arrive à assurer tout le pays. Mais on a
retravaillé, on a bien fait notre étude, et après on est aussi allé voir M. Vieillefond et M. Quentin qui étaient très aimables de venir à Berlin. Parce que c'est long. Et d'expliquer aux députés et au ministère allemand comment fonctionnait le système français. D'accord, mais qu'est-ce qui les a séduits alors? En fait, ce qui les a séduits, c'est que tout le pays est assuré à une prime très basse et que en fait, c'est les entreprises, les particuliers, tout le monde participe. Et cette solidarité et cette prévention, en fait, c'est un système complet qui a été développé depuis plusieurs années et qui fonctionne très bien. Et nous, en Allemagne, on en discute depuis 40 ans et on n'a jamais transmis un système parce qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord. Ah bah, il n'y a pas que chez nous alors finalement, où parfois c'est long et on se met pas d'accord. C'est rassurant d'entendre ça. Il y a un projet de loi en cours, c'est ça? Tout à fait, en fait. Mais vous ne reprenez pas l'intégralité de ce qui se fait en France, hein, c'est des petites choses. Ouais, mais en grande partie. Alors, lors du premier gouvernement qui a basculé en 2025, il y avait déjà une partie, c'est des sociodémocrates qui avaient repris le système français, qui avaient pris une position en disant ouais, il nous faut le système français. C'était pas à 100% le système français, mais c'était très proche du système français. Et maintenant, vu que c'était un gouvernement entre les conservatoires et les sociodémocrates, ils ont pris ça dans leur contrat de coalition. Et dans leur contrat de coalition, il y a bien écrit, ils veulent un système quasiment obligatoire, pas obligatoire, mais qui est comme dans le système français, chacun qui assure sa maison a automatiquement aussi une surprime CatNat. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. En ce moment, il y a 94% des maisons qui sont assurées ou des immeubles qui sont assurés en Allemagne, mais il n'y a pas de CatNat. En fait, il n'y a que 55% des immeubles qui sont assurés contre les catastrophes naturelles, parce que c'est deux produits différents. Et ça, ils veulent changer. Et en plus, ils veulent aussi installer un réassureur public. Et ça ne plaît pas aux assureurs, je crois bien. Oui, en fait... non, c'est tout à fait ça. C'est les assureurs. Alors, en Allemagne, il y a le France Assureur. En Allemagne, ça s'appelle GDV. C'est le groupe de tous les assureurs allemands. Et c'est un grand groupe. Dans ce groupe, il y a aussi des réassureurs dedans. Et moi, si j'ai bien compris, c'est surtout ces réassureurs qui ne veulent pas de réassurance publique. Mais il y a aussi des assureurs qui achètent de la réassurance, qui se disent un réassureur public pourrait être utile pour baisser le coût. Parce qu'ils disent ce qu'il y a de plus cher pour nous, c'est la réassurance. Et là, le modèle français fait foi, juste pour dire que... Mais c'est en discussion. Et bien, je vais voir la ministre déléguée qui viendra peut-être aussi au forum, si j'ai bien compris. Je vais la voir le 14 juillet, jour national de France. Et le jour d'après, il y aura la ministre, alors la vraie ministre, Madame Dr Hubik, qui viendra chez nous pour justement parler de ce système CatNat. Et elle se rendra chez nous à Kiel pour en discuter. D'accord, vous êtes plutôt confiant pour la suite? On a de l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Philippe Guyonnet-Dupeyrat, quand on entend que l'Allemagne voudrait s'inspirer du modèle français, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que si on regarde un petit peu au-delà de nos frontières, est-ce qu'il y a d'autres modèles inspirants peut-être sur ce type de régime? Quand je me contemple, je me désole. Quand je me compare, je me console. On a eu un groupe de travail du G7 dans le cadre de la présidence française sur les différents modèles. Donc on a à peu près 3 modèles. On a un modèle qui était celui de l'Allemagne, qui est encore celui de l'Allemagne, ou alors celui du Japon, des US, dans lequel on a principalement un régime privé. Ce qui n'empêche pas, là Jacob a dit 30 milliards pour les inondations. Aux US, entre la partie prêt, la partie don qu'il y a eu pour la Californie, probablement qu'on est autour de 6 milliards entre le fédéral et l'État de Californie. Donc il y a des systèmes privés, mais en fait, quand ça devient grave, il y a toujours une sorte de soutien public. Après, vous avez des systèmes qui sont pour une intervention publique limitée. Par exemple, Flood-Ray. Flood-Ray, ce sont les inondations au UK. C'est un pooling privé, mais qui est financé par une taxe sur tous les contrats. Et puis, vous avez le régime plus proche de la France, comme l'Italie, qui en a mis un en place très récemment pour les risques professionnels. Vous avez le Consorcio de Seguros pour l'Espagne. Et vous avez notre modèle. Je pense que Jacob l'a dit, l'intérêt de notre système, c'est que le réassureur public et la garantie publique
font que ça comprime quand même le niveau de la réassurance, et ça a un vrai intérêt. Donc, moi, ce qui m'a frappé en tant que coprésident de ce groupe de travail de G7, c'est que notre système, en fait, attirait beaucoup. Je pense que la CCR, comme nous, on a beaucoup de demandes sur comment fonctionne votre système et comment est-ce qu'on peut le développer. Alors c'est vrai que ça ne marche pas partout, parce que typiquement la Roumanie était venue nous voir en disant « mais alors vous, c'est super, tout le monde est assuré, sans assurance obligatoire ». Et on leur disait oui, bah, c'est facile, ça passe par l'assurance habitation. Ils disaient ah oui, mais nous on n'a que 25% des assurances, des habitats qui sont effectivement assurés. Donc voilà, en un mot, on a un système qui a beaucoup intéressé. Et de ce travail du G7, en gros les conclusions, c'était que il fallait avoir plus d'accès aux données. Alors c'est un petit peu ce qu'a dit Antoine, le partage des cartes pour que les assureurs puissent tous travailler dessus, parce qu'ils n'ont pas toujours accès à ça dans certains pays, la connaissance du risque, l'éducation financière pour l'intérêt de l'assurance, et puis bien évidemment la prévention. Et il y avait un autre élément qui était les données pour bien mesurer ce qu'on appelle l'Insurance Protection Gap, donc l'écart entre l'assurance et la valeur des biens. On va terminer. Il y aura une question ensuite pour le représentant de la DGPR là, sur les. Je vous la pose tout de suite et puis on terminera avec vous, Philippe. Nicolas Beudusseau a évoqué tout à l'heure la sortie d'une carte d'État sur les inondations. Qu'en est-il? Et sur les autres risques, est-ce qu'on peut en imaginer une? Oui, donc effectivement, la carte dont il était question, c'est la carte informative qui a été faite par le CEREMA pour notre compte. Voilà, ce qui était annoncé hier, c'est qu'elle serait publiée après l'été. Donc vraiment très bientôt. Après, c'est une carte nationale qui descend à un certain niveau de granulométrie, qui ne pourra pas vraiment avoir au niveau d'une parcelle une information très fine. Mais il ne reste pas moins que ça sera une amélioration de la connaissance significative, que ça permettra aussi sans doute de repérer les endroits où il y a des manques par rapport à des plans de prévention des risques ou d'autres. Et donc, ça sera une information utile dans le système. Les autres cartographies, j'en ai parlé. Il y a notamment la cartographie sur le retrait gonflement des argiles, là, qui a été mise à jour en début d'année réglementairement. C'est une carte réglementaire. Enfin, c'est le BRGM qui l'a faite initialement, mais ensuite on l'a rendu on l'a formalisé dans un arrêté qui s'impose notamment à toutes les constructions neuves, donc qui devront, sur la base de cette nouvelle carte, respecter les dispositions constructives qui existent depuis la loi Elan de 2018. Et puis on a des travaux, c'est peut-être un petit peu plus marginal par rapport au sujet assurance, mais sur une cartographie sur les feux de forêt et de végétation, voilà, avec plusieurs opérateurs de l'État compétents sur ce sujet, et ça sortira plutôt en 2027. Voilà pour les principaux travaux cartographiques. Et puis après, comme je l'ai dit, il y a les sujets autour de mieux définir l'aléa de référence dans un contexte du changement climatique. Aujourd'hui, on fait des cartes d'aléas sur la base du climat d'aujourd'hui. Et la question qu'on se pose, c'est comment on peut les faire sur la base du climat de demain, selon quelle méthodologie, etc. Et ça, on a encore des choses devant nous. D'accord, en réflexion. On va terminer avec vous, Philippe Guyonnet-Dupeyrat. Plusieurs rapports sont sortis sur le système et sur le régime CatNat. Le dernier en date, je le rappelais tout à l'heure, c'est celui de la Cour des comptes. Chacun de ces rapports, il va de les préconisations pour assurer la pérennité du régime. Vu de chez vous, quelles sont les 3-4 principales à mettre en œuvre? Amélioration. Alors, le dernier en date, c'est le rapport de l'assurabilité de la CCR, puisqu'on l'a eu hier, pardon. Peut-être sur la Cour. Donc, il y a eu pas mal de rapports de la Cour qui sont en cours ou publiés. Il y en a eu un sur le modèle en particulier. Et là, une des recommandations, c'était de dire que la surprime CatNat doit être régulièrement revalorisée. Et ça, c'est un des éléments qui a été repris par les ministres hier. Il y a aussi un élément sur la commission consultative nationale sur les CatNat, qui en gros réfléchit à est-ce qu'on a les bons critères, les bons niveaux d'analysation, est-ce qu'on a les bons experts. Et là, pareil, ça a été aussi annoncé par les ministres. Ce qui ressort sur les recommandations autour de l'Observatoire, qui sont mis des pistes de travail pour l'administration
qui doit après rendre compte au ministre. C'est sur le modèle de la réassurance, se dire est-ce qu'on a un bon modèle de la réassurance, est-ce qu'on a le bon niveau de primes, est-ce qu'on a le bon niveau de répartition de primes. Christelle l'a dit, entre par exemple les particuliers et les professionnels, compte tenu de ce que les professionnels payent au régime par rapport à ce qu'ils reçoivent. Après, il y a tout ce qui est prévention individuelle et collective. Alors, on en a dit un mot dans les tables rondes précédentes, mais comment est-ce qu'on incite par le biais de tarification, de franchise, à la prévention individuelle? C'est pas évident, ce sont les mécanismes économiques qui ont été aussi évoqués par M. Gaulier. Donc, comment est-ce qu'on a le bon niveau? Est-ce qu'on a plus de build back better, de construction résiliente, une fois qu'on a eu un sinistre, comment est-ce qu'on peut reconstruire de manière résiliente? Et puis, de manière un peu plus, alors peut-être marginale pour le grand public, mais pas tellement pour cet auditoire, le bureau central de tarification, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une meilleure saisine, plus facile, dématérialisée du bureau central de tarification? Et surtout, comment est-ce que les assureurs peuvent proposer, en cas de risque un peu spécifique, un système de coassurance pour pouvoir avoir une solution viable pour le consommateur. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir pour cette séquence.